Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, retour sur la dernière journée de Ligue 1 sur la saison de Ligue 1 2024-2025. Vous allez me dire, c'est pas trop tôt, j'avoue, c'est pas trop tôt, mais encore une fois, je suis dans mes études, je m'excuse encore une fois et je vais essayer d'être vraiment plus constant après tout simplement mes examens. Et là, du coup, je vous propose en tout cas de revenir sur cette saison de Ligue 1 en vous proposant mon équipe type de la saison hors PSG, bien sûr. Parce que sinon, c'est trop simple, tu prends le PSG et tu te barres. Mais en tout cas, moi je vais vous proposer du coup mon 11 type hors PSG. Et c'est parti, on va tout de suite commencer par le gardien de but. Alors j'aurais pu en citer plein. Geronimo Rulli, Petrovic, Lucas Perry, Marcin Bulka qui font une énorme saison. Chacun dans leur club respectif, mais Lucas Chevalier on peut pas passer à côté. Lucas Chevalier c'est sans débat. Lucas Chevalier même avec Donnarumma il est titulaire pour moi. Lucas Chevalier déjà il aurait mérité d'avoir le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, mais là il le mérite cette année et il l'a eu cette année. Bravo à lui parce que malgré justement, et moi je vous le dis, sans Lucas Chevalier et la défense centrale de Lille, et je vais revenir juste après là-dessus, Lille ne serait pas tout simplement n'aurait pas pu être en course pour une place en Ligue des Champions jusqu'à la dernière journée. Tout simplement, c'est impossible. Parce que le nombre de matchs où Lille a failli craquer défensivement parce qu'il n'avait aucune solution, il ne trouvait aucune solution offensive, c'était aberrant. Je me rappelle par exemple contre Toulouse où Lucas Chevalier nous sort une ribambelle de parade. Bref, bravo à Lucas Chevalier. Et l'époque où Jardim et Manonnet se battaient pour une place de titulaire est définitivement révolue côté lillois. On va enchaîner tout de suite avec une charnière à 3 avec pour moi Wilfried Singo en tant que défenseur central. Pourquoi déjà pour son importance au sein de l'AS Monaco, parce qu'on parle beaucoup de Denis Zakaria, mais Wilfried Singo sans lui, l'AS Monaco c'est pas la même chose aussi, parce que tu perds cette solidité défensive, tu perds aussi Thilo Kehrer qui fait une grosse saison grâce à Wilfried Singo, parce qu'il faut le souligner. Singo, tu le mets à droite, il est très bon, parce que balle au pied aussi, il est très bon, il se projette énormément, que ce soit quand il est défenseur droit ou le défenseur central. Par exemple son match contre le PSG où il fait une tonne de projections offensives. Bon, ok, il tamponne Donnarumma, c'est un petit détail, mais Singo en soi très très bon défenseur défensivement, déjà dans les duels aériens, très 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 solide, très très solide physiquement, très dur à prendre dans la profondeur. Bref, très très fort Singo, et je le mets aux côtés d'Alexandro et Diakité. Pour moi, ces deux-là sont indissociables l'un de l'autre, parce que Lille n'aurait pas pu encore une fois être aussi constant cette saison sans Alexandro Diakité ni Chevalier, mais aussi ces deux-là, parce que ces deux-là incarnent tout simplement le mental d'acier qu'a pu faire preuve Lille jusqu'à la fin de la saison, après cet enchaînement de matchs assez faramineux avec l'effectif qui pour moi n'était pas non plus exceptionnel, hein, parce que la moitié des joueurs qui prennent, tu les connaissais pas. Donc c'est assez extraordinaire ce qu'a fait Lille cette saison, et Diakité et Alexandro en sont les têtes d'affiche. Je vous rappelle que tout le monde s'est inquiété pour Lenny Yoro, il est parti, qu'est-ce que ça va donner défensivement et tout, moi le premier, hein. Mais Alexandro Diakité, ça va peut-être être controversé, mais c'est plus fort. Cette année, Lille est plus fort défensivement que le Lille de la saison dernière, parce qu'ils ont peut-être moins de buts bêtes, parce que Alexandro Diakité c'est plus solide. Diakité a pris encore du bagage. Alexandro, c'est une vraie révélation cette saison. Bref, très très fort les deux, que ce soit physiquement, balle au pied, très très costaud, très très solide, très très fiable. Au milieu de terrain, deux sentinelles, Pierre-Emile Højbjerg, Corentin Tolisso. J'aurais pu en citer plein d'autres: André Santos, Naïla El Ainaoui, Denis Zakaria bien sûr. J'ai longuement hésité d'ailleurs entre Tolisso et Zakaria, mais je prends Tolisso. Pourquoi? Parce que Tolisso, faut quand même voir d'où il vient. Faut quand même regarder d'où il vient. Il vient quand même, la saison dernière on l'a envoyé à la retraite, et moi le premier. Tolisso, c'était quand même assez catastrophique. Cette saison, il a tout explosé. En tant que 6, quand il a joué devant la défense, c'était lui le patron. Dans ses projections offensives, dans son abattage au milieu de terrain, dans son volume de jeu. Quand il l'a mis 10, Paulo Fonseca, on n'a pas vu le changement. Même il était plus décisif. Ses frappes de... Bref, trop fort Corentin Tolisso cette saison. Et c'était peut-être le joueur le plus constant de l'Olympique Lyonnais cette saison. Bravo à lui. Et je le mets aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg parce que je veux garder cette constance-là, parce que Højbjerg est tout simplement le joueur
le plus constant de l'Olympique de Marseille. Parce que oui, on parle de Rabiot, mais Rabiot a mis un peu de temps quand même à enclencher une dynamique positive cette saison. Normal d'ailleurs, parce que Rabiot, je vais y revenir après, mais il a eu une pré-saison assez compliquée par rapport aux autres. Et Pierre-Emile Højbjerg, lui, il est arrivé tout de suite taille patron, il s'est imposé. J'ai le souvenir contre Lyon par exemple quand il va haranguer les supporters et tout. Lui, il se nourrit de cette pression parfois nocive qu'impose l'Olympique de Marseille. Lui, il se nourrit de ça et c'est pour moi la tête d'affiche du nouveau projet, du renouveau du projet de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir quand même que Højbjerg, avant qu'il arrive à Marseille, c'est quand même un nom, hein, à Tottenham. Joueur très très important, titulaire indiscutable de Tottenham, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. C'est celui d'ailleurs qui élimine Marseille en Ligue des Champions il y a 2 ans, au bonheur des supporters des Spurs et malheureusement aux supporters marseillais au malheur. Bref, en tout cas, Pierre-Emile Højbjerg, grosse trouvaille, grosse saison, que ce soit en tant que milieu récupérateur et défenseur central. En tant que piston maintenant, je vais mettre un piston très offensif à droite, Dylan Bakwa. Parce que pour moi c'est pour moi mon coup de cœur de cette saison, du moins l'un de mes gros coups de cœur, parce que Dylan Bakwa, qu'est-ce qu'il est fort, c'est pas le joueur ultra rapide qui va te faire 500 km les yeux fermés comme un buffle, tête baissée, mais c'est le joueur ultra rapide qui varie son jeu. Il arrive, il est très fort, très à l'aise techniquement, il rentre sur son pied gauche, il est capable de rentrer sur son pied droit, d'allumer, non, et puis les efforts défensifs il rechigne pas. Alors oui, vous allez me dire, il joue en tant qu'attaquant, mais Bakwa, il a joué certes en tant qu'attaquant de soutien avec le maréchal Ounanassi avec Emega, mais il a joué aussi souvent en tant que piston droit avec Gueladoué en tant que défenseur central. Donc pour moi, c'est une certaine cohérence. Et puis quand tu vois aussi l'équipe qui a derrière les milieux travailleurs que sont Tolisso et Højbjerg, et Singo qui est capable, encore une fois, qui est très polyvalent, qui est capable de boucher les trous, les espaces, de combler les espaces que va laisser Bakwa dans son dos. C'est une équipe très très cohérente pour moi, avec Tagliafico en plus, qui est lui beaucoup plus fiable défensivement, qui va équilibrer la chose sur l'autre côté à gauche, pour moi, parce que Tagliafico, c'est un peu le symbole du joueur sous-côté, pour moi, par excellence, depuis 2-3 ans à Lyon, parce que Tagliafico, quand il n'a pas été très bon, il n'a jamais été mauvais en réalité. Et quand il est très bon, on le voit. Quand on analyse les matchs de l'Olympique Lyonnais en profondeur, déjà, on peut très vite voir qu'il a la grinta et tout, que défensivement il est très très costaud, très très solide et très très fiable, tout simplement, mais aussi offensivement, parce que les centres, ils viennent quasi tout le temps de son côté, les dédoublements, c'est lui qui les fait. Maitland-Niles, il est un peu tout seul de le côté à Lyon, parce que depuis notamment la blessure de Noama, c'est Almada ou Cherki à droite, mais sauf que eux, ils viennent souvent dans l'axe, alors que Tagliafico, lui à gauche, c'est lui qui apporte tous les centres, qui apporte tout simplement tous les dangers du côté de l'Olympique Lyonnais quand ça vient sur les côtés. Donc Tagliafico pour moi, piston gauche par excellence. Et ensuite mon trio d'attaque, pour moi Adrien Rabiot et Ryan Cherki derrière mon buteur. Pourquoi Rabiot? Déjà parce que Rabiot, encore une fois, peut-être le meilleur, sûrement le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille de cette saison. Pour moi quand même avec Pierre-Emile Højbjerg, je peux pas les dissocier non plus. Les deux, mais en tout cas Rabiot, on la rappelle, il a eu une pré-saison très tumultueuse, très très mouvementée par rapport aux autres, parce que il était sans club, il n'a pas pu s'entraîner comme les autres. Il y avait beaucoup de clubs sur lui, Beşiktaş, Galatasaray, Manchester United même, mais il a choisi l'OM et franchement, c'est une belle réussite sur le plan sportif, parce que bravo à De Zerbi, il n'a pas été exempt de tout reproche cette saison non plus, mais De Zerbi il a fait cette trouvaille de Rabiot en 10 qui nous a fait découvrir ainsi un joueur que moi je soupçonnais pas, cette qualité technique qui nous montre là. Par exemple, quand tu vois le but qu'il met contre Rennes où il élimine le gardien, ça je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Je savais que c'était un milieu box to box et tout, mais avec une telle qualité technique, mélangé à son abattage au milieu de terrain, avec son volume de jeu assez extraordinaire. Non, Rabiot, très très grosse saison avec l'Olympique de Marseille. Et quand tu vois en plus les épaules solides qu'il a pour supporter toute la pression qu'il a emmagasinée, par exemple au Parc des Princes où il finit meilleur joueur, malgré tout ça, non franchement bravo à Adrien Rabiot. Et je le mets aux côtés de Ryan Cherki, parce que pour moi, Ryan Cherki, meilleur passeur du club de l'OL en Ligue 1, meilleur passeur de l'OL en Ligue Europa.
tous les frissons, les clés du camion, c'était Ryan Cherki qui les avait offensivement. C'était lui qui les avait. Et puis il marque en plus. Il fait des passes. Et puis, même son défaut premier qu'on lui reprochait pour moi, je trouve, de ne pas assez défendre, de les retours défensifs et tout, là, il a énormément bossé là-dessus. Et on voit contre Manchester United, il sort, il peut même plus marcher. Mais franchement, s'il continue comme ça, Ryan Cherki, pour moi, c'est tout simplement le futur du football international. Et Cherki, si quelqu'un peut lui transmettre ce message, Cherki reste à l'Olympique Lyonnais. Si on passe devant la DNCG sans que tu poses problème, s'il te plaît, reste à l'Olympique Lyonnais. Pour notre bonheur à nous, en tant que supporter lyonnais, pour notre bonheur en tant que supporter du football français, et aussi pour toi, je pense que pour ta carrière, ce serait une bonne chose de prouver encore 1 ou 2 ans dans ton club formateur. Tu es encore très jeune. En tout cas, Ryan Cherki, s'il te plaît, Ryan, reste à l'Olympique Lyonnais. Voilà, mon message est passé. Devant mon buteur, entre Jonathan David, qui est le fantôme Casper de cette Ligue 1 un petit peu pour moi, et Greenwood avec ses 1 match sur 3 et ses 2 pénaltys sur 1. Bon, je pense pas que je le mets en tant que 9. Non, moi je mets Emmanuel Emega parce que pour moi c'est le numéro 9. Pas par excellence parce qu'il a encore ses déchets devant le but de finition, mais Emmanuel Emega, tu le mets dans un bloc bas, il prend la profondeur, il est bon. Tu le mets dans une équipe qui joue la possession, dos au but, il est bon. Appui remise, il est bon. De la tête, il est bon. Devant le but, il se crée tellement d'occasions que finalement, son manque de réalisme est comblé par tout ce qu'il fait en fait. Emmanuel Emega, en plus, avec Strasbourg, tu vois que sans lui, c'était pas la même chose. Les 2 derniers matchs, il était pas là. Et tu vois que ça n'a pas été la même chose, ils ont perdu les 2 matchs, et sans lui, enfin avec lui, je pense que Strasbourg aurait gagné. Parce que pour moi, Emmanuel Emega, c'est le joueur qui te donne confiance quand tu vois comment excuse-moi du terme, mais il fait chier toutes les défenses de Ligue 1 avec ouais, il pèse sur les défenses de Ligue 1 avec son caractère arrogant un peu, mais ce qui donne confiance à ses coéquipiers. Et là, il n'a pas été là. Et ça a été préjudiciable pour le Racing Club. Et pour moi, Emmanuel Emega, s'il reste à Strasbourg encore une année, il a de quoi confirmer pour les saisons d'après. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur mon 11. N'hésitez pas à donner le vôtre également. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une partie 2 sur pour moi les remplaçants, les doublures, tout simplement de cette équipe. Et moi je vous dis à très vite, à la prochaine sur Actual Foot. Salut.